effectivement trouvé intéressant qu'on voyait les mathématiques à la spiritualité. On dirait des coïncidences parce que l'autre jour, j'ai un patient qui m'a amené un bouquin de Grabovoi. Et Grabovoi, c'est justement un écrivain spirituel russe, aussi un scientifique qui utilise les nombres pour permettre la guérison, par exemple. Il y a un livre où il y a tout plein de chiffres, sur des 7 ou 8 chiffres qu'il faut se mémoriser pour permettre de guérir différentes choses. C'est-à-dire que la guérison est également mathématique. Pour ceux qui sont intéressés, le livre existe. Il y en a beaucoup maintenant. Le Grabovoi, Je connais. Oui, enfin, il y en a un qui était sorti il y a un certain temps, mais maintenant il y a un autre éditeur qui en a sorti plusieurs. Il y a des cours et des séminaires, tu sais, tu as participé là. Et je pourrais dire que si les mathématiques sont spirituelles, ça veut dire que vraiment le hasard n'existe pas. Là, Le hasard le n'existe pas. hasard, bien sûr. Ça dépend, parce qu'il y a, parmi les mathématiques, il y a des mathématiques qu'on peut dire déterministes, c'est-à-dire je suis là, je sais à l'avance où est-ce qu'il peut arriver, à 100%. Puis il y a une partie des mathématiques qui décrit le hasard. Donc le hasard n'est pas aussi hasardeux qu'on le voilà. Il est aussi maîtrisable par des mathématiques probabilistes. Et ce sont ces mathématiques, je me permets de le répéter, c'est ce modèle-là qui a provoqué ce progrès fulgurant que nous vivons actuellement. Sans ce modèle-là, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, surtout ce bouleversement. Parce que c'est quand même cette floraison technologique euphorique que nous existons actuellement, elle est directement liée au développement du modèle probabiliste. Monsieur a cité Max Planck, parce que c'était le premier physicien qui a découvert que lorsqu'on faisait chauffer un matériau, il changeait de couleur, bref, et que ceci ne pouvait plus être expliqué par tout le modèle qu'on a connu avant. Parce qu'à un certain moment, quelqu'un l'a dit, il a dit, certains scientifiques ont dit on a tout compris, il ne reste plus rien à découvrir. Et puis avec Max Planck, tout d'un coup, il y a la crise. On ne peut plus expliquer ce qu'il a observé physiquement par les modèles qui existent jusqu'à maintenant. Et ça a été le développement de ce nouveau modèle probabiliste, d'accord, et puis aussi accompagné d'un grand bouleversement de la pensée philosophique, et aussi certains en ont profité pour dire Dieu n'existe pas. Lorsqu'il n'y a plus de relation cause à effet, ça veut dire Dieu n'existe pas. Et c'est là où Einstein, il a dit attention, Dieu ne joue pas au dé. Il a dit que si nous on voit les choses en tant que probabilistes, c'est parce que notre cerveau, malgré tout son potentiel, il est incapable de cerner toute la diversité de l'univers à la fois. Et donc, c'est pour ça qu'il voit les choses probabilistes. Mais en fait, derrière, c'est le Dieu qui sait que... Voilà, donc c'est vraiment cette relation qui, à mon avis, qui est à la base. Et que, pourquoi j'ai dit, c'est le seul moyen qui nous a permis d'aller au-delà de l'intuition, c'est les mathématiques. Donc, au fait, et on découvre, en découvrant les mathématiques, mais en fait, on découvre une partie du secret de Dieu. Voilà. Parce que ce sont les mathématiques qui nous permettent de comprendre notre univers. Hein. Et donc cet univers, il fonctionne avec des mathématiques qui sont certainement beaucoup plus poussées que ce qu'on a découvert. La partie qu'on a découverte, c'est pour ça que j'ai dit, au fait, la mathématique, c'est un moyen de nous mettre en relation avec Dieu, donc avec l'univers.
Encore une conférence, c'est magnifique. Il faut qu'on se propose à rester terminé. Vraiment, on n'arrive pas à faire la conclusion. Voilà. Qui souhaite encore s'exprimer? On va poser des questions. Peut-être une chose, dans vos tableaux, là, vous parliez donc de différentes limites, mais on aurait aussi bien pu rajouter la vitesse de la lumière ou bien le zéro absolu, je suppose. Ça c'est... Non, ça, oui, ça fait partie des limites. Je n'ai pas parlé de toutes les limites qui existaient au niveau physique. J'ai parlé de la limite de notre monde vers jusqu'où on pouvait aller avec les outils physiques actuels de la matière. Mais pas de toutes les limites qu'il y a. Oui, il y a le zéro absolu. Évidemment, on pourrait parler de ça et faire toute une conférence là-dessus, là, par rapport à la température, par rapport à l'amour, par rapport au lien. Mais ça n'existe pas non plus, le zéro absolu. Pas possible. Ils sont reliés. Oui, c'est... Quelque chose d'intéressant rapidement. Einstein a apporté la notion de changement de masse, qui était inimaginable avant. Pourquoi? Parce qu'il a émis comme hypothèse que la vitesse de la lumière était la vitesse la plus rapide qu'on peut mesurer. Donc, tout corps qui accélère, à un moment il doit être, comme il ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, il doit ralentir. D'accord? Et pour ne pas dépasser la vitesse de la lumière. Et comment il va ralentir? C'est sa masse qui change, à un certain moment. Voilà, c'est ça et tout d'un coup, c'est la masse qui change et qui le ralentit pour qu'il ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est une déduction directe d'une des limites mais toutes les limites dont vous avez parlé, ils sont connus dans le modèle, que ce soit au niveau espace, temps, température. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la théorie, dans les hypothèses et l'abstraction ici, ce soir. On a le luxe, on se paye le luxe de pouvoir le faire. Parce qu'on est bien au chaud, on est bien nourri, on a tout ce qu'il faut. Alors je casse un peu l'ambiance là, mais c'est vrai que on parle aussi d'éducation prénatale, de centres d'éducation prénatale où on va envoyer les femmes, mais à ce que je sache, je peux peut-être me tromper, mais les guerres sont jamais venues des femmes, c'est toujours les hommes qui font la guerre, jamais les femmes. Hein. Ou alors, lorsqu'il y avait les Amazones, ou qu'il y avait... Mais ça, c'est très lointain, et encore l'histoire, elle n'est pas très claire là-dessus. Donc c'est vrai que, finalement, moi je serais plus pragmatique, beaucoup plus pragmatique, dans le sens où, finalement, si on veut résoudre les problèmes, parce que les problèmes, ils sont simples, l'équation est simple, hein, vous avez parlé de la guerre, c'est vrai qu'en Afrique, il y a la guerre, mais la guerre, elle est chez nous aussi. C'est pas forcément la même guerre. On n'est pas obligé de faire des guerres physiques, on n'est pas obligé de prendre des fusils pour faire la guerre. La guerre peut être aussi psychologique, psychique, enfin, sociale. Et on commence à vivre chez nous en Occident des choses pas très très sympathiques. Donc c'est vrai que pour la guerre, c'est un problème qui est vraiment épineux aujourd'hui. Ça crée l'immigration, la migration, ça crée en fait des masses de population qui sont déracinées, qui doivent partir, qui doivent fuir la guerre. Mais s'il y a la guerre, les guerres en général, c'est toujours 1, 2, 3, voire 4 personnes, c'est des gouvernements qui font des guerres. C'est jamais des peuples qui déclarent la guerre à un autre peuple. C'est toujours quelques personnes qui déclarent la guerre à d'autres personnes. Alors peu importe la raison, c'est pas ça qui est le problème. L'équation la plus simple, c'est de donner des conditions aux personnes avant toute chose. Alors c'est bien beau de déverser des tonnes de théories, il faudrait, il y a qu'à, il y a ci, il y a ceci, et on parle beaucoup de Dieu, mais en fait Dieu il n'en a rien à foutre, il n'a pas besoin de nous. C'est comme la nature, on parle beaucoup de la nature, de sauver la nature elle n'a pas besoin de nous. Nous, on va avoir un problème quand c'est la nature, elle en aura assez, mais la nature, elle va se sauver toute seule. Comme Dieu, bon,
ouais, alors il peut être blanc, rouge, noir, vert, Dieu, mais enfin bon, lui, il en a rien à faire de nous. Il s'agit de nous aujourd'hui, l'humanité, la personne humaine, les personnes humaines, comment est-ce qu'on va justement se créer, s'offrir les conditions pour aller vers ce que tu nous dis, aller vers la paix. Hein. J'ai l'impression des fois, oui, j'avais cette sensation là ce soir, de me retrouver à l'ONU, où il y a plein de gens bien nourris, bien habillés, en costard-cravate, pas pour vous, hein, ça m'arrive de le mettre aussi, mais bon, et on parle des solutions qu'il faudrait trouver, des théories, du nouveau paradigme. Et ça fait 50 ans qu'on en parle, et ils sont toujours pas là, mais jamais on donne les conditions à ce que ce nouveau paradigme soit là. Donc en fait, il faut commencer aussi peut-être par s'engager auprès des gouvernements, auprès de la gouvernance, des gouvernances qu'il y a, pour que ces gens-là, ou les gens que l'on met au pouvoir, il faut peut-être savoir le discernement de savoir qui on met au pouvoir dans notre système, soi-disant démocratique, parce qu'on n'est plus dans la démocratie, maintenant c'est des démocratures, hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et ensuite que ces gens-là donnent les conditions à ce que ça puisse survenir, c'est-à-dire l'harmonie, la paix et en fait une humanité qui est une humanité digne de ce nom, quoi. Donc voilà moi ce que j'avais à partager. Pour moi la chose la plus essentielle aujourd'hui, ce n'est pas les théories, ce n'est pas c'est donner les conditions à ce qu'on puisse développer ce que nous pensons être le bien. Ce que nous pensons être le bien, parce qu'encore forcément ce que nous pensons être le bien, est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'on souvent pense bien faire, mais on n'est souvent pas forcément dans le bien. Beaucoup pensent bien faire, mais qu'est-ce qu'ils servent? Qui ils servent? Donc toute la question est là, quoi. Enfin voilà, c'est ce que j'avais juste envie de vous faire partager ce soir. Maintenant, bon, vous pouvez rebondir sur ce que j'ai dit, ou pas. Mais c'est aussi des éléments de réflexion par rapport à ce qui se passe sur l'importance des conditions. Voilà, merci. C'est clair que mais la question c'est que l'arme la plus efficace, comme disait Nelson Mandela, c'est l'éducation qui peut changer le monde. C'est par l'éducation. Les responsables actuels sont incapables de gérer. Donc dans la Bible c'est écrit que les États tomberont. Maintenant nous sommes dans une crise de conscience où tous ces responsables ne sont pas préparés pour leur fonction. C'est ça le problème. Donc on fait appel à eux, mais ils ne sont pas capables de trouver des solutions. Parce que les choses ont évolué de telle manière qu'on a mis dans le poste de responsabilité qui tiennent en main la destinée collective à des gens médiocres, incapables, pas préparés pour ça. Donc tu peux parler avec eux. Tant qu'il n'a pas réalisé en lui-même ce que nous sommes en train de dire, rien à faire. Ça passe sur un oreille, ça sort sur l'autre. Les gens, il faut qu'ils comprennent l'intérieur pour qu'ils changent d'attitude. Tu peux te le parler combien tu veux, ça ne résout pas le problème. C'est seulement par la transformation intérieure, hein, et plus sera grande, plus le taux collectif aura une puissance qui fera que cette marionnette, excusez-moi, ne pourra plus bouger. Hein, voilà, c'est tout. Parce que malheureusement, on est là. On est conduit par des médiocres et incapables qui ne sont pas préparés pour ça. Et c'est pas qu'ils n'ont pas d'intelligence intellectuelle, parce que c'est pas ça qui manque. Ça manque la sagesse, qui est une autre intelligence. Hein? Justement, la mesure, les trois facteurs. Hein? Il faut être juste, il faut être bon, et il faut avoir une conscience collective pour comprendre que tout en faisant un seul corps. C'est ça qui est pénible. La terre ne peut pas, tant qu'on aura la guerre, tant qu'on chacun protégera son pays. La terre, c'est un organisme
où chaque pays c'est un organe et que quand un organe on le coupe, l'organisme meurt, les autres. Donc on est obligé à tenir compte de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe partout, gérer les ressources de la planète de manière sage, pas intelligente, rationnelle, comme font notre responsable d'aujourd'hui. Christian, je comprends ce désir d'agir dans le concret, mais je serais le premier à y partir, mais mon Dieu, j'ai compris qu'il faut d'abord une éducation pour avoir un dialogue, un échange. Je pense pas. Moi je pense qu'on met les choses à l'envers. L'éducation c'est primordial, mais si tu ne donnes pas les moyens et les conditions à l'éducation, il n'y aura pas d'éducation. Quand tu as un état de guerre, quelle éducation il y a? C'est pas que les enfants peuvent aller à l'école. En état de guerre. Qu'est-ce qui a un pouvoir sur les moyens? C'est des vœux pieux pour moi. Oui, c'est donner les conditions. Qu'est-ce qui donne les conditions? Qu'est-ce qui a les moyens et le pouvoir de donner les conditions? Voilà la question essentielle dont il faut se poser. Ça, c'est un vœu pieux. Il faut agir chacun à son niveau et faire le travail. La paix, ça se construit chacun à son niveau, et tous ces aspects-là. La peur, il y a des antidotes qui est la lumière, la foi, le courage, les qualités. Donc il s'agit de développer les qualités, de les intégrer et de les rayonner pour que de plus en plus de personnes intègrent, et à ce moment-là, les conditions vont changer. Mais s'il n'y en a que 1 ou 2 ou 3, c'est pas si puissant. C'est pour ça qu'à l'intérieur de soi, il faut déjà faire augmenter cette dimension de l'être et nourrir les qualités d'être à l'intérieur de soi et transformer les éléments négatifs à l'intérieur de soi. À ce moment-là, on fait un travail réel, concret, quotidien, et à ce moment-là, on arrivera et personne ne pourra résister à ça. On n'a pas les conditions, elles sont à l'intérieur, et c'est tout de suite qu'il s'agit d'agir. C'est pas demain et attendre d'avoir les conditions. Si on attend d'avoir les conditions pour faire, on fera jamais rien. Et si on attend d'être parfait pour faire, on fera jamais rien non plus. Alors, donc il faut faire le travail. C'est mal compris. J'ai pas dit qu'il fallait attendre qu'il y ait les conditions. J'ai dit qu'il fallait installer les conditions, pas attendre qu'ils arrivent. Il faut instaurer les conditions pour qui? Toi, moi, lui, elle, chacun. Et à ce moment-là, on a notre responsabilité citoyenne, ce que tu viens de dire, pour le faire. Mais le problème... La responsabilité citoyenne, alors tu parles. Citoyenne. Après, il y a deux théories. Il y a la théorie de la quantité ou la théorie, si tu veux, de l'élite ou de la qualité. Alors, on aurait tendance à instaurer aujourd'hui la loi de la quantité. Et qu'est-ce qui fait la loi de la quantité? C'est aussi souvent, on parle beaucoup de démocratie, mais souvent, la marche de l'humanité, c'est pas la masse, entre guillemets, populaire qui l'a fait avancer. C'est souvent un génie, un esprit brillant, ou quelques personnes qui ont fait que les choses ont évolué ou avancé de façon probante, et pour le bien, et pour aller dans quelque chose vers le nouveau. C'est jamais, et en fait le reste suit. Donc il y a un moment, il faudra peut-être aussi qu'on retrouve où sont nos élites, et de façon... On est là. J'avais pas cette prétention. Non mais on a tous en nous l'élite. En toute modestie. En toute modestie. Il s'agit de la réveiller et de l'alimenter. Je pense que le fait de poser des conditions, créer des conditions demande un effort de l'être humain, de chacun de nous. Et c'est là peut-être le problème, c'est l'effort et la constance et la discipline. C'est un mot, connotation peut-être négative, mais donc j'arrive pas dans l'autodiscipline à vouloir améliorer les choses déjà en dedans de moi, comme je veux alors que les conditions puissent être créées. Et je pense que l'être humain il a un gros défaut par naissance, c'est qu'il est flemmard. Et donc on est, comme vous dites,
bien nourri, logé, au chaud. Mais pour quelle raison je changerais? C'est quand on commence à tirer les prix, qu'il n'y a plus d'électricité, que la télé commence à mal marcher, puis que j'ai plus de chauffage, on commence peut-être à... Je pose la question, est-ce qu'on peut réellement changer? Mais moi je vous donnerai une image quand même qui résumerait très facilement tout ce dont on a parlé ce soir. François nous a montré des magnifiques dessins géométriques qui nous indiquent tout, mais qu'on n'arrive pas à retrouver au fond de nous. Et en réalité, il y en a un, je trouve, qui est extraordinaire, c'est l'idée de cette pyramide. Cette pyramide, si on va dans la nature, on la trouve sous plusieurs formes. Mais moi, il y en a une qui me parle beaucoup. Et je suis sûr que vous tous, vous avez fait cette expérience. C'est une fois de vous coucher au pied d'un arbre et de le regarder dans le sens de sa hauteur. Je suis sûr, tous on l'a fait, même étant au champ. Et qu'est-ce qu'on a compris à travers cela? On a compris simplement, je prends le rôle d'un sapin. Nous, dans nos forêts, on a des merveilleux sapins. On a même des sapins centenaires. Et quand on les regarde, toutes ces branches, c'est des panneaux extraordinaires d'énergie. Et cette énergie, elle va où? Elle va depuis les racines jusqu'au sommet. Donc toute cette énergie, elle est concentrée de bas en haut. Et lui, il n'a qu'une idée, c'est d'aller au sommet. C'est de rejoindre l'éternité, l'infinité. Et je crois que nous tous, si on sait faire le travail que nous montre la nature et les arbres, c'est simplement se concentrer, réunir toutes ces énergies et les diriger vers un but, un idéal. Et je crois qu'ici, autour, on a tous le même idéal. C'est la paix pour soi, qui effectivement, par écho, sera la paix autour de nous et ensuite plus loin. Parce que où que l'on vive, où que l'on habite, on est capable de créer ce centre d'énergie qui va rayonner autour de nous. Et je suis persuadé que vous tous, vous êtes capables de voir si autour de vous, vous pouvez créer cette paix, créer cette belle énergie, cette joie, cet amour. Et si vous le créez, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Et moi, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous, c'est de travailler sur ce centre, cette énergie qui est en nous, qui est là, mais qu'il faut oser faire jaillir avec amour, sans peur, avec courage. Et là, effectivement, on va commencer à rayonner. Et de là, on va véritablement faire avancer les consciences humaines autour de nous et sur la planète entière et même plus loin. Merci. Merci. On n'est pas contre. Hein. Il a dit. Ouais. Hein? Bravo. Alors, on a dit dernière question. Est-ce qu'il y a vraiment encore une pour qu'on puisse passer à 2 minutes de visualisation collective? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer encore? Voilà. Oui, j'ai un petit thème. Alors, puisqu'on a le bonheur ce soir d'accueillir des citoyens du Togo, des frères du Togo, vous êtes tous du Togo? Oui. Vous êtes tous du Togo. Oui. Je vous demanderais juste une chose, c'est peut-être de nous situer, que tout le monde sente bien où se trouve le Togo sur la partie africaine. Merci. Et de là, on pourra tous ensemble après visualiser la lumière sur le Togo pour nous réunir avec vous. Ok, merci. Ok. Bon, pour ceux qui ont les smartphones, avec la carte, si vous tapez Togo, en tout cas vous verrez. Mais géographiquement, vous nous montrez où il est. Géographiquement, les pays qui l'entourent, par exemple. On va vous situer ça. En fait, le Togo est situé entre le 6e et le 11e parallèle de latitude nord. Non, c'est pas plus ça. C'est mathématique. C'est mathématique, voilà. Tout à fait. Et il est traversé par le méridien de Greenwich. Donc le Togo est sur l'ère GMT. D'accord. Voilà. Maintenant, il est limité au nord par le Burkina Faso
Au sud par l'océan Atlantique. À l'ouest par le Ghana. À l'est par le Bénin. Ah, d'accord. Ouais. Alors Donc là, le Togo est un regroupement d'une partie de la population, c'est-à-dire que du Bénin et du Ghana. C'est-à-dire que, quand vous voyez un peu la composition de la population togolaise, vous le trouvez à la fois au Ghana et au Bénin. Donc la frontière coloniale est venue faire en quelque sorte un petit bol de salade de part et d'autre du Ghana et du Bénin pour construire le Togo. Donc c'est un petit pays de 56 500 km². La capitale c'est Lomé. Avec le recensement de 2010, nous comptons aujourd'hui 6 millions d'habitants. il y a un parallèle magnifique, on est près de notre pays, la Suisse. Voilà. La Suisse, 44 000 Oui, ça ressemble km² et beaucoup. 7-8 millions, donc on n'est pas si loin. Hein. C'est vrai qu'il y a des très beaux points communs en fait. Donc, Mais bon. si on aplatit les montagnes, ça va. Mais ce serait dommage alors, ce serait très dommage. Hein. Vous vous rendez compte de quelles énergies on se couperait, on s'enlèverait. Voilà. Alors, pour réunir la suggestion de Denis avec le contenu le message de François, je vous propose qu'on fasse 2 minutes de visualisation collective en silence, de penser et d'imaginer que la science et la spiritualité travaillent ensemble dans l'unité, dans le Togo et tous les pays du monde, et que l'humanité tout entière forme une seule famille, dont tous les membres s'aiment, se comprennent, se sourient, qu'il n'y a plus de guerre, plus de frontières, et qu'elle vit dans la paix et l'harmonie. Merci.